Bienvenue, si vous nous rejoignez, notre éditorialiste aujourd'hui, c'est Franz-Olivier Gisbert et notre invitée Clémentine Autain. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec plaisir. L'insoumise Clémentine Autain. Alors, est-ce le début de la fin? Hier, la première manifestation nationale contre la réforme des retraites depuis le compromis scellé autour de l'âge pivot a attiré beaucoup moins de monde dans la rue. On va en parler, mais d'abord, on va parler de la une du Point qui fait réagir. C'est à la une de l'actualité. Clémentine Autain, la une du Point n'a pas pu vous échapper. Non. Comment la CGT ruine la France? Un titre illustré par une photo peu flatteuse du leader de la CGT, récente, Philippe Martinez. C'est peut-être parce que quand il a vu les résultats d'ailleurs les derniers résultats, il a dû se dire. Clémentine Autain, vous êtes donc aux côtés de ceux qui ruinent la France. Non, ceux qui ruinent les Français aujourd'hui, ce sont les gouvernements successifs. Cette une, elle vous inspire quoi d'abord? Elle me fait en partie sourire parce que c'est le signe aussi d'une crispation. Je pense que Philippe Martinez, qui est aux côtés des salariés et des citoyennes et citoyens très en colère par rapport à cette contre-réforme des retraites, dont il faut rappeler que enquête après enquête, les Français sont majoritairement opposés à ce projet gouvernemental. C'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui veut imposer une réforme alors que plus de 60% des Français... Est-ce que je peux me permettre quand même, ils sont en général pour le projet, mais ils défendent ceux qui sont contre. C'est plutôt ça. Parce que non, ils ne sont pas pour le projet. On regarde les choses sur le projet. Oui. Ils sont pour une réforme des retraites et pas cette réforme. Un peu caricaturale. Non, pas du tout. Non, mais ça, je pense que... Non, on a un problème en France. On a un problème syndical en France. Non, faut se dire les choses. Ah bah oui. Mais oui, il y a un grand problème syndical en France. Il y a un taux de syndicalisation beaucoup plus bas que partout ailleurs. Ça veut bien dire quelque chose. Il y a des syndicats qui sont hyper subventionnés. Il y a un financement public considérable qui a été estimé dans un rapport parlementaire qui a été évidemment planqué, caché, le célèbre rapport Perruchot, il y a quelques années. On dit entre 3,8 milliards, 3,9 milliards. Ce sont des sommes absolument considérables. Bon, comme tout est opaque, évidemment, on ne peut rien savoir. Vous savez très bien que ça ne colle pas, que ça ne marche pas. Et en plus, il y a une conduite. Regardez ce qui s'est passé. Comment tout ce conflit a été mené, c'est quoi? C'est M. Martinez qui dit « Retirez-moi ce projet, retirez-moi ce projet ». Il n'y a pas de discussion possible. C'est-à-dire que tout est comme ça. C'est-à-dire c'est une ligne ultra radicale. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il y a un côté dans la CGT, d'ailleurs, un peu idiot utile. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça dans l'affaire El Khomri, c'est-à-dire la deuxième loi El Khomri. Ça s'est passé comme ça dans les derniers conflits. C'est-à-dire la CGT mène des luttes irrationnelles et ultra radicales. Et puis derrière, évidemment, les choses sérieuses se font avec la CFDT, qui est le syndicat qui est en train de monter. La CGT est un syndicat en perdition. Vous le savez très bien. Les dernières élections professionnelles à Orange, à Aéroport de Paris, c'était des désastres pour la CGT. Vous le savez très bien. C'est un syndicat en perdition. Donc il se radicalise parce qu'il est en perdition. Bon, alors je ne partage évidemment pas ce point de vue. D'abord sur le caractère irrationnel de la position de la CGT. Au contraire, je pense que c'est un syndicat qui, en demandant aujourd'hui le retrait, est en phase avec beaucoup de Français et que c'est parfaitement rationnel que de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'urgence à réformer le système de retraite parce qu'il ne court pas à sa perte et que la proposition qui est faite va amener très simplement à augmenter l'âge de départ à la retraite et à baisser les pensions puisque le cadre duquel ne sort absolument pas le gouvernement, c'est la réduction des dépenses publiques avec ces fameux 12 milliards qu'il faut trouver d'ici à 2027. Et comme il ne veut pas augmenter les cotisations sociales, chercher d'autres ressources, par exemple en taxant le capital, quelque part, à part l'âge pivot, on ne voit pas très bien comment cette affaire pourrait être réglée. Donc c'est normal de demander le retrait et de repartir sur d'autres bases de discussion qui concernent le partage des richesses dans notre pays et aussi le partage des temps de la vie dans un monde qui doit être un monde qui se pense en dehors de cette logique infernale du productivisme, du consumérisme et de la course à la compétitivité. Mais ça ne rentre pas dans les cas du gouvernement. Alors, quant aux syndicats, je suis obligée de répondre. Dites en perdition, les syndicats vont très mal, etc. Non, je ne veux pas dire les syndicats en général, je dis la CGT. Si vous non, je suis désolé, je parlais des derniers résultats. Des élections professionnelles, par exemple, Orange, c'était il y a quelques mois, il y a très peu de mois. On a bien compris. Chez Orange et à l'aéroport de Paris, catastrophe pour la CGT. Je suis désolé, avec une CFDT qui progresse. Bon. Très bien, ça vous va comme ça, mais moi je vous réponds deux choses. D'abord, qu'il y ait du financement public pour les syndicats, c'est un gage de fonctionnement démocratique. Alors vous pouvez, comme le fait le président de la République, estimer qu'on va s'asseoir sur tous les corps intermédiaires. Non, et quand vous allez avoir... Mais non, la CGT n'est pas le syndicalisme français à lui seul, je suis désolé. Il ne le prétend pas.
Il est un des syndicats et donc il fait partie de la vie démocratique de notre pays. Or, le président de la République a tendance à vouloir faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune médiation dans la société et qu'il soit lui-même en direct avec un peuple que par ailleurs il méprise puisqu'il se fiche totalement de son je ne sais pas, mais je suis d'accord avec vous. Il le méprise aussi. Donc voilà, je défends les syndicats et je pense que la CGT... Mais on a besoin de syndicats, on est d'accord. Ben voilà, on a besoin de ça. Et qu'il soit en difficulté n'est pas une bonne nouvelle pour la société, mais c'est comme les partis politiques. Ce sont aussi des institutions. Qu'est-ce que vous pensez quand 50... Ce sont aussi des institutions politiques qui, dans leur fonctionnement et dans leur histoire, qui est celle du mouvement ouvrier, ont besoin de davantage se réinventer, de se réimplanter dans leur discours et dans leurs pratiques par rapport à des exigences contemporaines. La une du point, France, mais elle est en train de le faire. Elle fait beaucoup réagir. Elle est en train de le faire, la CGT. Depuis hier, elle y réfléchit fortement. le Parti communiste français, il a réagi sur Twitter en s'adressant au point. On a corrigé votre une de cette semaine. Comment Macron ruine la France ? Avant que le patron du Point, Étienne Gernel, ne réponde au Parti communiste français. Merci, chers amis communistes, pour votre contribution éditoriale. Je vous propose une motion de synthèse. Comment Macron risque de ruiner la France s'il cède à la CGT ? Alors, s'il cède à la CGT, en gros, et à la France insoumise, puisque vous avez la même revendication. Oui, tout à fait. Je reviens sur le point de fond, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que on ne va pas ruiner la France, on propose de partager les richesses, c'est-à-dire de trouver des financements qui permettent de pérenniser et même d'améliorer le système de retraite pour qu'on prenne mieux en compte la pénibilité, les carrières hachées, et pour qu'on puisse partir à un âge où on peut profiter de sa retraite, c'est-à-dire où on a une espérance de vie en bonne santé, donc évidemment qui n'est pas la même suivant le métier que l'on a fait, puisque contrairement à ce que dit le président de la République, oui, il y a des métiers pénibles. Vous vous souvenez que Macron disait « je n'aime pas le mot pénible » parce qu'il laisserait à penser qu'il y a des métiers pénibles. Il est évident que quand on est éditorialiste sur un plateau, on n'a pas la même espérance de vie et la même qualité de vie. Quand on est député de la France insoumise, d'ailleurs. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit, ça sous-entend que le travail est pénible. Oui, le travail. Je suis désolée, quand vous êtes hôtesse de caisse, le travail est pénible. Quand vous portez tout travail n'est pas pénible. Non. L'associer forcément la pénibilité. Quand vous portez des charges lourdes, le travail est pénible. Quand vous travaillez dans une EHPAD, tout à fait. Quand vous êtes même professeur des écoles, je ne sais pas comment on fait encore à 64 ans, à 65 ans pour être devant une classe et arriver à être en forme pour le faire. Donc moi je crois qu'en effet il faut plutôt abaisser l'âge de départ et pour une autre raison économique fondamentale, c'est pour ça qu'on n'est pas dans une logique de ruine, mais plutôt de partage des temps de la vie, c'est que vous savez qu'entre 60 et 64 ans aujourd'hui, il n'y a que 33% des personnes qui sont au travail. Parce que les autres, ils sont soit au chômage, soit au RSA, soit en arrêt maladie. Et vous avez pendant ce temps-là des jeunes qui n'arrivent pas à entrer sur le marché du travail. Donc je ne comprends pas, même d'un point de vue de rationalité économique, comment on prétend régler le problème en disant qu'on va nous faire travailler plus longtemps alors qu'il y a tant de gens qui sont sur le bord du chemin et qu'on a besoin d'emplois, notamment dans la transition énergétique. Relancer par l'activité, favoriser l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, et vous verrez que la question des comptes publics sera réglée pour sauver le système par répartition. L'histoire de la pénibilité, chère Clémentine Autain, il y a quand même une contradiction, parce que vous défendez la pénibilité, moi aussi. Évidemment, il y a beaucoup de gens, je suis désolé, on n'est pas forcément d'accord avec vous et on peut être d'accord sur un certain nombre de points, comme par exemple le problème de la pénibilité, qui n'a pas été vraiment défendu par la CGT, puisqu'on parle surtout de pénibilité quand on est à la CGT, enfin, chez vous aussi, vraisemblablement, puisque vous êtes alignés sur les mêmes propositions. On parle de pénibilité des conducteurs, par exemple, de la SNCF, des conducteurs de train, pénibilité. Et on ne parle pas de la pénibilité des éboueurs. Allez voir les éboueurs, parlez avec les éboueurs, parce que comme ils ne sont pas à la CGT n'en a rien à foutre. Et c'est finalement la CFDT ou la CFTC qui ont défendu ces catégories. Mais c'est faux. L'hôpital public, quel est le syndicat qui défend les hôpitaux publics, par exemple, et la pénibilité des aides-soignants et des infirmières ? C'est la CGT. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. C'est la réalité. Et c'est pas la CFDT dans les hôpitaux. Non, sérieusement, c'est ridicule. Moi, j'en sors. On se déguise pas dans cette émission. Il s'est habillé en CGT. Il est déguisé en CGT. Non, mais c'est ridicule. Je suis quand même assez étonnée pour un syndicat qui ne représente rien, qui est en perdition, de votre colère magistrale à l'égard de ce dit syndicat. C'est probablement que justement dans la période, il est en train précisément de retrouver un écho dans son discours. Ce sont vos rêves. Je suis désolé, parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, je suis désolé, il y a une réalité, il y a un pays qui a été bloqué pendant des jours et des jours par 6% de grévistes à la SNCF. Non, par un gouvernement qui s'entête à imposer une réforme. De grévistes seulement ont réussi à bloquer les chemins de fer français. Le dernier sondage ELAB dit que 59% des Français estiment que les syndicats sont un élément de blocage de la société française. Est-ce que ça ne veut pas dire que les syndicats ne jouent pas leur rôle de négociation en demandant
purement et simplement le retrait du projet. Non, je ne crois pas du tout. Je pense que le sondage auquel vous faites référence a tout à fait à voir avec la perception qu'ont les Français et des syndicats et des partis politiques et des médias d'ailleurs, c'est-à-dire et des médias, pareil, les sondages sont sans doute encore pires sur les médias et qui nous posent un problème démocratique, c'est-à-dire une société qui n'a pas confiance ni dans ses partis, ni dans ses médias, ni dans ses syndicats, est une société en grande difficulté parce qu'elle n'a plus de lieu de médiation. Et que là, ça devient en effet, à mon avis, explosif et dangereux. Donc moi, je ne me félicite pas de ce désaveu, y compris pour les médias, je vous le dis franchement. Moi, à chaque fois que je vois un sondage qui tombe expliquant que les Français sont totalement défiants vis-à-vis... Bah, ça remonte un peu dans les derniers soirs. Ouais, enfin bon, ça reste quand même. non, C'est pas terrible, y compris des hommes et des femmes politiques. Ou nous aussi, il y a une défiance. En fait, Comment quand on voit voulez-vous des que la unes comme société ça tienne à donc charge, ça aide pas pour améliorer les relations entre le peuple et les médias et non, mais c'est quoi? le procès d'impartialité. Mais c'est quoi, Attends, c'est pas le sujet de Suzette, la presse. La presse a le droit d'avoir des convictions, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais monsieur veut introduire la censure maintenant. Bon, à la France insoumise. Et oui, il veut chère introduire la Clémentine censure. Autain, Il est plus France. cégétiste que les cégétistes. Mais quand on voit le mail, quand on voit le tweet pas du vrai. directeur de la publication et les liens avec le président de la République, pardon, c'est un parti pris politique. Gérald. Bah oui. Gérald, faut se calmer. Voire À la amical. France insoumise, complètement vous financez, mais ils sont énervés, c'est terrible. À la France insoumise, vous financez même ceux qui ruinent la France. Les insoumis, très mobilisés depuis le début du conflit, ont remis hier un chèque de 7 000 € aux grévistes du RER A au nom des parlementaires de la France insoumise dont vous êtes. Tout à fait. On a fait une caisse de grève, tout simplement, où chaque parlementaire de la France insoumise a mis au pot pour pouvoir remettre ce chèque. Ce que nous faisons aussi en étant sur les piquets de grève, les uns et les autres, et à chaque fois d'essayer d'alimenter la cagnotte. Alors, c'est une partie de notre activité, puisque nous sommes des parlementaires et que l'enjeu est aussi la bataille politique que nous allons mener, pour montrer d'ailleurs à quel point ce qui se trame, c'est un choix de société. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que d'abord, il concerne chacune et chacun d'entre nous, puisque la retraite concerne absolument tout le monde. Et que les Français voient bien que, à travers ce projet, se joue l'idée qu'on se fait de la société dans laquelle on veut vivre. Les enjeux de solidarité entre les générations, mais aussi à l'intérieur des générations, et choix de société. Est-ce qu'on veut être englué dans cette règle d'or? Et avec... C'est très important de le dire, parce que quand le gouvernement dit on ne peut pas sortir des 12% du PIB, produit intérieur brut, qui est d'ailleurs une mesure extrêmement datée de la richesse. Mais mettons, il dit voilà, il y a cette part-là. Les 14%. Ouais. C'est 14%. 14%. Non, les 12%. Non, non, 14. Mais bon. Ouais, c'est pas grave. 14%. Alors, je crois pas qu'on Pour la soit d'accord. On fait des erreurs Les aussi. 14%, non, pardonnez-moi. Les 14%, non, Ouais. non, vous avez raison, excusez-moi. Les 14%, c'est tout à fait ça, pardon. Les 14% de PIB qui seraient donc sacralisés. Bon. Nous disons que si on les amène à 16% du PIB, c'est-à-dire qu'on fait un effort collectif plus grand pour nos aînés, on a la possibilité de travailler la question de la pénibilité et aussi de garantir de ne pas faire sombrer dans la pauvreté un certain nombre de retraités, puisqu'avec une carrière complète, on peut aspirer à un niveau de SMIC comme niveau de retraite. Bon, c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. C'est-à-dire que c'est vraiment que si on ne fait qu'un gâteau, vous voyez ce que je veux dire, le gâteau est stable, mais que vous avez à un moment donné plus de retraités. Par définition, c'est mécanique. Le corps dit qu'on restera Soit sur on les 14% travaille plus quoi longtemps. qu'il arrive, y compris à 50 ans. Hein. Non, mais La dernière étude du corps dit ça, mais c'est pas grave. ce que je veux dire, c'est que si vous restez à 14% du PIB, vous avez un problème clair, qui est que vous aurez en gros la même manne, la même somme, mais si vous avez plus de retraités, il faudra le partager La part est plus avec petite, plus la de part monde. du Donc gâteau la est Mon plus part cher France, du gâteau est C'est ce que dit le corps. sur cette action de la France insoumise hier, Le corps n'est pas qui parole remet d'évangile, ce si je chèque puis de me 7 000 € aux grévistes. Votre, C'est naturel, maintenant, je suis pour la commentaire. démocratie. Je ne suis pas comme monsieur qui veut interdire, comme notre ami Gérald. pas Je dit ne sais pas ce qui lui interdire. arrive Pas en ce moment. interdire, je qui dis va interdire quand des vous journaux. avez, quand Je vous pense avez que un c'est tout à journaliste fait avec des relations normal. personnelles Non, avec un mais politique et qu'on fait des unes, c'est de l'instrumentalisation. Comme la France insoumise, effectivement, est très proche de la CGT, enfin voilà, ils travaillent ensemble, ils marchent ensemble, c'est tout à fait normal et logique, et je respecte ça. Non, mais attendez, on est pour la démocratie. Moi, simplement, je trouve qu'il y a un certain nombre de vérités qu'il faut essayer de remettre, de redire Je de suis temps en d'accord sur temps. la vérité, Par moi. exemple, voilà, moment. pourquoi les pensions, pourquoi la moyenne des pensions des agents de la RATP s'élève à 3 700, celle des agents de l'EDF
à sont les grands 2700 privilégiés. alors qu'ils partent à la retraite longtemps à l'avance. Mais non, je ne suis pas en train de dire que ce sont des privilégiés. Non, s'il vous plaît, il ne faut La pas moyenne caricaturer. à la SNCF, Mais qu'en même 1700 temps, €. la moyenne des pensions des Français est de à peine de plus de 1500 et que les enseignants et des professions comme par exemple les médecins, même les médecins spécialistes hospitaliers ont des retraites, des pensions beaucoup plus faibles. Non, mais il faut pas. C'est la vraie réalité. C'est des tas de choses qu'on ne dit pas. Par exemple, voyez, vous dites aussi, vous parlez de trésor caché. Voilà, il y a un trésor caché. Voilà, on peut. Ça, c'est le grand thème, c'est le grand truc de la France insoumise et de la CGT. Bon, trésor caché. Moi, je vais vous dire, il y a un trésor caché, par exemple. Pourquoi le pays, la collectivité paye chaque année 8 milliards pour les régimes spéciaux pour permettre à des gens de partir à la retraite à 50 ans. Je pense notamment aux conducteurs de la SNCF, qui est une très belle entreprise. 52 l'âge moyen. Non. Ça a été Sur les voté, roulants, c'est mais 52. 50 et quelques. Je suis désolé. Aujourd'hui, il faut dire la réalité. L'âge effectif, c'est Non, 52. mais tout est opaque, on ne dit pas les choses. Mais ça, c'est une vraie réalité. Permettez-moi de vous répondre. C'est 8 à 9 milliards sont des chiffres officiels de la Cour des comptes. Il y a de l'argent. Pourquoi des régimes spéciaux pourquoi des régimes spéciaux pour la Banque de France, par exemple? Ce sont des Clémentine questions Autain. qu'on peut se poser. Clémentine Autain. Les agents de la Banque de C'est bon, France, c'est France. des métiers pénibles. On Vous a pensez compris. que c'est plus pénible? Les régimes spéciaux, vous savez combien de personnes ça concerne? Oui. Combien? 3%. 3%. Oui, mais Voilà. mais Donc on va donc... c'est Epsilon, Non, on est d'accord. Ça coûte 8 milliards. Je peux vous répondre. Donc on va changer l'ensemble du système au nom des 3% de régimes spéciaux, sur lesquels, quand on regarde dans le détail, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, vous avez des raisons spéciales. On l'a vu avec l'opéra. 8 milliards pour 3%, non, c'est mais cher. c'est rien. C'est pas rien. Regardez les danseurs de l'opéra. Vous voyez l'absurdité de la situation. Oui, mais Je termine. Les danseurs de l'opéra, bon, vous n'allez pas les faire danser jusqu'à 67 ans. Ils ont donc un régime spécial et c'est logique. C'est Et normal. d'ailleurs, le gouvernement va bien être obligé Bien de sûr, le reconnaître. bien Donc il y a la question pour 3%. Mais vous avez la grosse masse. C'est de ça dont il s'agit. Or, je prends un exemple qui est celui des enseignants, qui est très parlant. Les enseignants, aujourd'hui, ils touchent leur retraite sur les 6 derniers mois de leur carrière. Si vous prenez l'ensemble de la carrière, je ne sais pas si vous imaginez la perte colossale, alors que nous sommes dans un métier qui est en train de se paupériser. Revu. Ah, alors combien? Allez-y, dites-moi le Je suis chiffre. d'accord il y a une là-dessus. première enveloppe de Combien 500 millions et Ça ça fait coûtera combien? 10 milliards au 90 final. € par mois. Non, Je suis 34. d'accord. Ça coûtera 10 milliards. Non, 37,50 € par mois par enseignant. Ça Vous commence croyez par que ça 500 millions d'euros compasse pour la première Ça année commence comme et ce ça. sera 10 milliards ensuite. Vous plaisantez, j'espère. Le chiffre de 10 milliards n'a jamais été confirmé. Il a été lâché Moi, par j'ai Blanquer, il n'a entendu jamais confirmé. 500 millions et je ne vois pas comment les enseignants peuvent signer sur ce projet d'immense régression pour eux avec un modique chèque de 500 millions qui signifie 37,50 € sur la feuille de paye par mois en plus. Ça ne compense en rien le manque à gagner colossal qui va être sur leur fiche de paye au moment où ils vont partir à la retraite. Ça, Clémentine c'est Autain. absolument inacceptable. Mais Hier- c'est vrai dans de très, très nombreux domaines. Si vous calculez sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 25 meilleures années, il y a aussi un autre public qui va être particulièrement touché, je pense aux femmes, puisque les femmes ont les carrières les plus hachées et les salaires les plus bas. Mais c'est mécanique. Vous dites 1 égale 1, c'est universel. Sauf que les si périodes vous de chômage prenez sont- enfin, l'ensemble, eh bien, vous allez nécessairement vers des pensions qui vont être des pensions en baisse. Et c'est ce que les Français ont très, très bien compris. Hier, et moi, Clémentine Autain. je renvoie juste une question, parce qu'il dit oui, vous parlez des cheminots, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose sur lequel, en effet, on n'a plus les moyens, c'est l'argent par milliard qui part dans les caisses du capital sans aucun contrôle. Et vous savez que les entreprises du CAC 40 ont enregistré des profits colossaux. Là, il y a des mannes. 8 milliards, c'est une blague d'ailleurs. Hein, si vous comparez à cette manne qui est reversée en Clémentine dividendes. Autain, j'aimerais qu'on Donc, revienne il sur y a la des mobilisation possibilités d'hier, si vous le permettez. d'avoir de l'argent mis au pot commun pour nous assurer de vivre mieux. Hier, c'était la première journée de mobilisation nationale depuis le retrait provisoire de l'âge pivot et l'effet de ce compromis trouvé a l'air négatif sur la mobilisation. Dans la rue, elle est en forte baisse. 187 000 manifestants un peu partout en France contre 452 000 il y a une semaine. Et dans les sondages, 57% des Français jugent que la grève doit maintenant se terminer, s'arrêter. Oui, la balle est dans le camp du gouvernement, je suis assez d'accord. On est tous épuisés par ce moment-là. C'était encore une grève pour rien de la part de la CGT, puisqu'elle n'a rien obtenu. Elle n'a pas discuté, elle n'a pas rien faute à obtenu. qui? Quand on ne discute pas, on n'obtient rien. La faute à qui? Et, non, la faute à qui? Vous allez voir les résultats dans les prochaines élections Qui a professionnelles pour la décidé de CGT. qui a décidé Elle de mettre le négocie pas, pays elle veut dans pas un tel négocier état de jamais. colère? Non, mais Elle ne veut attendez. jamais négocier. Non, mais qui a décidé de mettre le pays dans un tel état de colère? C'est le gouvernement. Oui, mais la quand même. colère faiblit, c'est ce que dit Audrey. Alors, je ne partage pas ce point de vue. Il y avait moins de manifestants hier, mais chaque
chaque matin, moi j'ouvre mon journal ou mes fils Telegram et j'apprends qu'encore ce matin, c'est le Louvre, il y a une mobilisation. Moi, dans les actions sporadiques de la CGT. Et parce que c'est dur, au bout de 45 jours, mais attendez, vous vous rendez compte, la baisse sur la fiche de paye, des gens qui n'ont pas été payés pendant 1 mois et demi, comment voulez-vous que ça dure? C'est cette stratégie du pourrissement qui est jouée d'ailleurs par le gouvernement dans tous les secteurs. Sur la santé, je vous rappelle que ça fait 9 mois que les services d'urgence sont en grève, et c'est là aussi une stratégie du pourrissement. Et je pense que c'est extrêmement grave sur le plan démocratique, parce que si les gens ne peuvent pas se faire entendre dans la rue ou dans le dialogue social, ça va se manifester malheureusement de manière radicale dans les urnes. Madame Autain, en 95, déjà de manière radicale dans la rue, c'est pas souhaitable. Madame Autain, en 95, mais non, mais vous vous rendez compte de tous les foyers? Et j'ai l'impression que vous oui, mais il y a beaucoup d'actions symboliques. Madame Autain, mais ça concerne les avocats, les infirmières, les radiopéras, les cheminots, je voulais juste vous donner un chiffre. En 95, vous vous rendez compte l'état du pays là aujourd'hui? Je peux vous donner un chiffre. En 95, 1/5 des journées de grève, c'était dans le privé. Lors de ce conflit-là, actuellement, c'est beaucoup plus faible. Ça veut dire que le privé n'a pas rallié ni la CGT, ni la... Mais en 95, ils ne pouvaient pas plus, et ils l'ont fait. Bien sûr que si, depuis 95, il y a un changement manifeste du marché du travail, et les gens sont tellement dans des situations souvent de maltraitance dans les entreprises qu'ils ne peuvent pas faire grève. Le privé n'a pas rejoint la CGT. Je pense que vous sous-estimez l'état de difficulté pour faire grève aujourd'hui dans notre pays, avec des salaires qui sont bas, avec des menaces patronales, quand vous avez un chômage de masse qui sont très importants, et donc et une intériorisation aussi d'un gouvernement qui s'entête, et que donc faire la grève pour arriver à quoi, alors que vous avez un gouvernement qui s'entête et qui est extrêmement dur. Donc moi, au contraire, je trouve que le fait que chaque matin où on se lève, on voit de nouveaux foyers de colère, de mobilisation, parfois avec beaucoup de joie également, des chansons, des établissements qui se mettent en grève. Moi, j'ai vu hier à Sevran Blaise Cendrars, qui est un des établissements qui était là le matin avec beaucoup de monde et qui reprennent quelque part un peu le flambeau. Je pense que si le gouvernement ne voit pas l'état de colère du pays profond et qu'il dit on s'en fiche, les syndicats sont pas légitimes, on va traficoter un peu les résultats des enquêtes pour montrer que finalement les Français sont d'accord avec la réforme, je pense sincèrement que le président de la République joue avec le feu. Contrairement à la France insoumise, elle, sa voix porte peu sur les retraites. Est-ce pour cela, pour ne pas... Vous allez voir de qui je parle, si vous me laissez poursuivre ma phrase. Est-ce pour cela, pour ne pas cesser d'exister, que Marine Le Pen a déclaré sa candidature à la présidentielle hier, alors que les opposants à la réforme des retraites battaient le pavé? La patronne du Rassemblement national déclarait ceci devant les journalistes. C'est dans mon caractère d'être franche et directe, car c'est, je crois, fondamentalement une marque de respect pour vous, de ne pas vous cacher ni mes intentions, ni mes objectifs, ni les moyens que je me donne pour les atteindre. C'est donc très tôt, sans pour autant totalement préjuger de la décision qui appartient au congrès de notre mouvement, que j'ai fait part de ma volonté de préparer la présidentielle. Clémentine Autain, la France insoumise, vous revendiquez, comme le Rassemblement national, le statut de principal opposant à Emmanuel Macron. En se déclarant candidate, d'ores et déjà, en 2022, Marine Le Pen double clairement Jean-Luc Mélenchon. D'abord, je voudrais dire qu'il y a chez Macron du daladier. Il y a du daladier dans Macron. Je l'ai déjà dit et je le redis, et je m'en explique. En 1938, vous avez ce personnage qui est donc Daladier, qui arrive au pouvoir, qui est d'ailleurs un franc-maçon, quelqu'un d'assez respecté, dont on se dit qu'il est plutôt modéré, et qu'il va remettre le pays en état pour éviter le péril fasciste. D'accord ? La politique qu'il mène est une politique d'austérité des budgets publics. Il décide d'affronter brutalement les grèves et les mobilisations, avec beaucoup de répression. Il met en place des politiques néolibérales, et le terme apparaît à l'époque, en 1938, le néolibéralisme. Et enfin, vous avez un climat à ce moment-là, qui est un climat antisémite, raciste, très important, qu'on entend avec une grande banalisation à l'Assemblée nationale. C'est un cocktail... Et en 1939, le PC approuve le pacte germano-soviétique. Je peux terminer ? Voilà. Je dis qu'il y a du daladier dans Macron. Et que... il se prétendait rempart à l'extrême droite, et là, pour l'instant, ce dont on voit enquête après enquête, c'est plutôt une incrustation de l'extrême droite qui la joue sans doute assez finement et qui espère tirer les marrons du feu. Nous, je dis nous, moi je ne prétends pas que seule la France insoumise est capable aujourd'hui de damer le pion à cette situation politique, à ce duopole Macron-Le Pen qui menace très dangereusement. Et c'est pourquoi je crois que nous avons, puisque vous parlez du pacte germano-soviétique, nous aussi une grande responsabilité.
C'est-à-dire que là, les enjeux que nous portons de partage des richesses, de partage des temps de la vie, de démocratie, qui ne sont pas les préoccupations de Marine Le Pen, qui est sur une logique de repli, de ressentiment, quand nous essayons de travailler l'espérance d'une amélioration des conditions de vie, et certainement pas la haine, et certainement pas ce ressentiment, je pense qu'en effet, nous avons besoin, dans notre camp large de familles politiques progressistes, à nous mettre en situation, en 2022, de pouvoir déjouer ce duopole infernal. Et je crois que la rue aujourd'hui, les grèves, la joie, la mobilisation, les thématiques qui sont portées, nous donnent plutôt de l'élan. Rien n'est figé. Quand je compare à 38, je ne suis pas en train de dire que l'affaire est dite. Je dis juste qu'il faut le regarder, ce que nous invite d'ailleurs à faire Michael Foessel, qui est un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle Récidive, à partir d'une étude de la presse de l'époque, et il nous invite à méditer et à réfléchir pour ne pas répéter cette histoire tragique. Franz, la voix de Marine Le Pen, elle porte peu sur les retraites, c'est plutôt l'apanage de la gauche. Cette déclaration de candidature, est-ce que c'est une diversion, un moyen pour elle d'exister, de continuer à exister? Je pense qu'elle engrange simplement. Elle est dans une position, vous voyez très bien aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est le grand parti attrape-tout. Il attrape beaucoup, elle n'a pas besoin de parler, c'est une vieille stratégie. Et là, on voit très bien, par exemple, ce qui s'est passé avec les grèves, je pense, dans l'Île-de-France, dans la région parisienne. C'était juste affreux de voir tous ces gens, le petit peuple d'Île-de-France qui faisait 4 heures de pratiquement en aller-retour en marchant pour aller retourner chez lui et puis aller au travail. Et c'est évidemment ces gens-là, ils sont attirés par le Front National. Et moi, je veux dire quelque chose, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de vos analyses. De toute façon, il y a besoin d'une gauche dans ce pays, il y a besoin d'une droite, c'est clair. Le débat ne peut pas vraiment se dérouler entre Marine Le Pen et même Macron, ce n'est pas souhaitable. Mais, parce qu'il y a la gauche, elle existe toujours, et c'est important. Mais en même temps, le système est à bout de souffle. Ça, vous ne le reconnaissez pas, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui le record... non, attendez, nous avons le record mondial de dépenses publiques dans le monde. Ah, c'est ça. C'est-à-dire quand vous nous dites, voilà, quand vous parlez de néolibéralisme, excusez-moi, c'est une blague, c'est un argument de très tôt, puisque nous ne sommes pas un pays libéral dans la mesure où largement plus de la moitié des dépenses publiques, c'est l'État, c'est la redistribution, 56% des dépenses publiques, alors que la plupart des grands pays, c'est 10 points de moins. Vous voyez, donc ça, c'est une vraie réalité, ce qui veut dire d'ailleurs beaucoup d'impôts, parce qu'il faut évidemment faire rentrer l'argent, et par-dessus tout, évidemment, un endettement, parce qu'on dépense beaucoup plus que... Ben oui, attendez, c'est la réalité, vous ne pouvez pas dire non. On est à 100%, c'est votre analyse, je la respecte, mais je n'ai pas la même analyse. Mais non, on ne peut pas être dans la pensée magique, il y a des faits, il y a des réalités. Mais je suis il y a 100% d'endettement par rapport au PIB, une entreprise quand elle est dans cet état-là, vous savez, elle est souvent contrainte à fermer les portes, ou en tout cas, elle est en redressement judiciaire. Nous sommes à 100%. Vous ne pouvez pas dire non, ce sont des faits, c'est dans les journaux tous les jours. Il faut lire la presse. Laissez-moi vous répondre, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous sur cette analyse. Je pense que, par exemple... C'est pas une analyse, je répète, ce sont des faits. Non. 100% du... Oui, mais je suis désolé. Ben oui, mais je sais bien que la pensée dominante veut toujours faire passer... C'est pas la pensée dominante, c'est la réalité. Non, c'est la pensée dominante qui se part sans arrêt de there is no alternative, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est des chiffres. Je vous dis comment moi je regarde la réalité. Ça, vous faites les fake news à la Trump, c'est-à-dire il y a les faits alternatifs, c'est-à-dire, mais dites quels sont ces faits alternatifs. Et si vous acceptez de m'écouter, je vais vous dire comment moi je vois la réalité, d'accord ? Ce qui, par exemple, sur le régime des retraites, met en difficulté le régime, c'est la masse des exonérations de cotisations sociales. Si on revenait là-dessus, vous auriez un système à l'équilibre. Vous l'entendez, ça ? Ça aussi, c'est une réalité et c'est une vérité. Mais vous ne regardez pas les choses de cette manière-là. Quant à l'endettement, il n'est absolument pas insurmontable. Mais il suppose... Je n'ai pas dit qu'il était. Oui. Il suppose, pour être endigué, qu'on retrouve une santé économique qu'aucun pays d'Europe qui a mis toutes ces cures successives d'austérité budgétaire, de dérégulation économique en œuvre. Et partout, on ne peut pas dire que ce soit formidable. On ne peut pas dire qu'il y a de l'austérité budgétaire en France. Il y a un déficit qui... Ouais, il y a un sacré... Parlez-en aux hôpitaux pour voir s'il n'y a pas d'austérité dans les comptes publics. Parlez-en aux associations qui ont vu les contrats aidés supprimés et leurs subventions baisser. Parlez-en au secteur de lutte contre la pauvreté aujourd'hui qui tire la sonnette d'alarme. Parlez-en aux 1100 chefs de service qui ont décidé de démissionner s'il n'y avait pas l'argent. C'est ce que dit Marine Le Pen d'ailleurs. Est-ce qu'elle grignote pas sur votre électorat et sur ces thématiques sociales justement ? Je pense justement, si vous me permettez de reprendre la main, dans le dernier sondage Elab pour les Échos, chez les sympathisants de gauche, Clémentine Autain, regardez, Marine Le Pen, elle gagne 10 points chez les sympathisants de gauche, plus 10 points, quand Jean-Luc Mélenchon en perd 8. Donc les points que Jean-Luc Mélenchon a perdus semblent
aller vers Marine Le Pen. Est-ce que c'est pas inquiétant pour vous, ce chiffre-là ? Si, d'ailleurs, c'est pas le premier sondage qui pointe, même si au début, ça commence par quelque chose d'assez, entre guillemets, marginal, c'est-à-dire c'est pas le cœur, c'est assez inédit, parce qu'en général, l'échiquier politique se déplace pas du tout comme ça. Normalement, il y a rien qui passe comme ça. Je sais pas comment vous dire. En général, l'électorat de gauche radicale va aller vers le PS, qui va aller vers les macronistes, qui va aller vers la droite, qui va aller vers l'extrême droite. Et là, nous sommes devant un fait, en effet, qui pour l'instant n'est pas massif, mais qui doit nous alerter, moi je le dis très solennellement. Et ma conviction, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est qu'on ne combattra Marine Le Pen qu'à la condition d'assumer l'affrontement sur le fond avec elle. Jean-Luc Mélenchon, c'est le maillon faible de la France insoumise ? Non, écoutez, c'est trop... La question se pose. Non, c'est la ligne populiste au moins. Il a une popularité. Je vais dire mon point de vue là-dessus. Faible. C'est le candidat qui a fait 20% à l'élection présidentielle. Donc en maillon faible, quand même. Oui, c'est énorme. Donc pour un maillon faible, il a quand même commencé à poser... Je parlais d'aujourd'hui. En revanche, depuis l'élection présidentielle, il y a eu des choix stratégiques, notamment effectivement la ligne qu'on appelle, mais il faudrait la développer parce que le mot est un peu fourre-tout, dite populiste, qu'on doit pouvoir discuter, des distances prises avec des partenaires potentiels à gauche. Moi, je l'ai dit, oui. je ne suis au moment des européennes, à différents moments, je n'ai pas été d'accord avec certaines orientations qui ont été prises. Bon, mais là, on est au début de l'année 2020, l'élection présidentielle est en 2022, je pense qu'il faut augmenter le niveau de débat, de responsabilité, d'orientation pour savoir comment bien tenir tête à la Macronie, mais ne pas oublier que nous avons... Il est toujours le meilleur candidat ? Et je pense que la question n'est pas aujourd'hui, se pose pas du tout en ces Donc ça veut dire que ça se discute encore, quoi. Oui, je pense que la question aujourd'hui ne se pose pas en ces termes, puisque comme vous pouvez le constater, vous avez aussi des discussions, et même dans les municipales, vous avez il n'y a pas de stratégie unique dans toutes les villes, mais vous voyez bien que des choses avancent, même à Marseille. Jean-Luc Mélenchon a été un artisan pour essayer de dire qu'il fallait une liste large de rassemblements. Bon, voilà, c'est pas exactement ce qui était défendu il y a quelque temps en termes de lignes populistes en dehors des partis de gauche, ou même je vois à Montreuil ou à Bagnolet, où des rassemblements se font entre les partis communistes et la France insoumise, là où il y a quelque temps, c'était pas quelque chose d'imaginable. Donc, au lendemain des européennes, Clémentine Autain, on rentre dans une nouvelle séquence, me semble-t-il. Vous étiez l'une des rares au lendemain des européennes à mettre en cause la ligne du parti, la ligne politique, réduit, je vous cite, à un état d'esprit polémique et clivant. Ça, c'était en mai 2019. Est-ce que vous voyez une évolution dans la ligne de votre parti ? Et j'imagine que vous comptez aussi sur ce conflit contre la réforme des retraites pour redorer l'image de votre parti. C'est pas simple. Moi, je cherche pas. Ma question n'est pas de savoir si on va redorer l'image de la formation politique France Insoumise. Ma question est est-ce qu'on est collectivement en situation de déjouer le duopole Macron-Le Pen. Il n'y a que ça qui m'intéresse, je vous dis franchement. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais Clémentine... Voilà. Alors pour cela, il y a besoin des insoumis. Qui sont dans les mobilisations, qui représentent une force dans ce pays et qui ont pour point d'appui les 20% de Jean-Luc Mélenchon il y a 2 ans. Et vous pensez que c'est avec Jean-Luc Mélenchon pour le moment En tout cas, c'est certainement pas sans Jean-Luc Mélenchon et sans les insoumis. Bon, maintenant, est-ce qu'à nous seuls, ça suffit pour créer l'espérance et pour arriver à être présent au second tour en 2022 ? C'est là où je dis attention. Et donc, il faut des passerelles, je l'ai dit et je le redis, il faut des passerelles, il faut des débats, il faut des discussions, il faut arriver à mettre sur pied une proposition politique qui, de mon point de vue, est à la fois sociale et écologiste, digne du 21e siècle, avec une forme politique de type, à mon avis, archipel, qui soit rassembleur de partis politiques, mais aussi de forces citoyennes, et qui permette d'agréger dans ce moment, qui est un moment de contestation sociale, où on voit bien que la question de, j'aime pas ce terme-là, mais bon, il est un peu dans l'air du temps, de débouché politique, c'est-à-dire d'issue politique, se pose. Parce que la colère, elle est là. On va essayer de faire retirer ce projet. La colère mais ensuite, on voit bien qu'on a besoin d'une perspective d'espoir. On voit bien que la colère est là, mais on sait tous que une des conditions sine qua non pour se retrouver au second tour de 2022, c'est d'incarner cette colère populaire. On voit bien qu'hier, il y a eu 2 stratégies. La France Insoumise, vous avez remis un chèque de 7 000 € aux grévistes. Marine Le Pen, elle, a annoncé se présenter aux élections présidentielles. La question se pose, c'est qu'on voit bien que quand même, comme Audrey le disait, demain, pour un affrontement Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est un peu le maillon faible pour incarner cette colère populaire. Pourtant, les idées sont là et le soutien est là. Pourquoi est-ce qu'une personne comme vous n'incarnerait pas ça ? Est-ce que vous pensez, vous, à 2022, est-ce que vous pensez justement incarner ce genre de colère ?
Je pense évidemment comme tout le monde à 2022, mais Mais personnellement, vous personnellement, je ne sais pas quelle peut être ma place à ce On moment-là. vous rasons pas le matin. C'est un vrai problème. Je ne me rase pas le matin, toujours pas. En vous maquillant le matin devant la glace, parce que vous pensez à 2022. Mais vous le savez tous les arguments pour, vous savez. Vous le savez, les femmes n'ont pas, pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques, le même rapport à cette incarnation et à cette façon de se représenter. Ça a changé un peu dans le monde quand même. Sauf Marine Mais Le est-ce que Pen. vous y pensez En Finlande, on a vu des images assez exceptionnelles. Donc, quand je dis qu'on n'a pas le même rapport, ça ne veut pas dire que l'ambition ne doit pas être pour des femmes, en effet, d'être à des places qui sont des places de premier Vous serez plan. prête à créer un parti ou bien vous vous présentez au nom de la France Insoumise Moi, pour ce qui être m'intéresse, candidate en je vous dis 2022? franchement, ce qui m'intéresse là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est d'être utile à mon camp politique large et à trouver les moyens d'avoir une proposition, avec évidemment une incarnation au bout du chemin, qui soit de nature à déjouer ce duopole. Il n'y a que ça qui me... Parce que moi, je suis inquiète, et quand je vois le pouvoir se comporter de façon aussi brutale, de façon aussi autoritaire, accumuler la haine et le ressentiment, je me dis qu'il faut faire très attention, parce que Marine Le Pen a une longueur d'avance, parce que sa proposition politique est dangereuse, plus encore sans doute pour le pays, et que beaucoup de gens disent, nous, on ne remettra pas un bulletin de vote pour Macron, on s'est fait avoir, et bien tant pis. Voilà. Et donc face à ça, soit il y a l'irruption d'une force progressiste, écologiste, rassemblée, et qui dit attention, voilà, on ne veut pas de ce duopole infernal, et on fait irruption dans ce champ-là. Et c'est pas simplement une personne qui va siffler la fin de la récré d'une certaine manière. C'est une mise en mouvement dans notre camp collective qui décide qu'on va se mettre d'accord. Clémentine Autain, est-ce que vous faites partie des politiques qui, je pense notamment par exemple à Jean-Christophe Cambadélis, pensent que Marine Le Pen peut gagner? Franchement, mais qui peut dire aujourd'hui autour de la table qu'elle ne peut pas gagner? C'est une hypothèse qui est sur la table, c'est terrifiant. Non, mais il y a un certain nombre de personnalités politiques aujourd'hui qui pensent qu'ils la voient plutôt favorite. Je vais vous dire... Qu'ils la voient plutôt favorite. Oui, mais je pense aussi que peut-être... En privé, bien entendu, jamais en public. Certains au sommet de l'État, et je pense à Emmanuel Macron, lui doit se dire qu'elle n'est pas en état de passer, que la société française n'est pas prête. C'est pourquoi il fait le calcul cynique dans ce moment des retraites de dire, moi j'ai besoin de bétonner 20% de l'électorat. Alors je m'entête, je prends sur la droite parce que visiblement c'est là où il a le plus de marge et je consolide mon paquet de 20% pour être au second tour et la France ne sera pas prête à élire Marine Le Pen, donc je gagnerai. Et bien moi je vous dis, le pari qu'est en train de faire le président de la République est un pari terriblement dangereux. Alors, pour répondre à ça, vous prenez la gauche archipel, c'est le mot que vous avez J'aime bien ce terme la gauche archipel. Il y a eu la gauche plurielle. Est-ce que c'est et le Big Bang, on a lancé le Big Bang. Est-ce que c'est quelque chose qui a une résonance au sein de la France Insoumise actuellement? Est-ce que c'est une ligne politique qui est en train d'émerger? Et est-ce que ça peut vous permettre d'être au second tour de l'élection présidentielle, vous ou quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, la gauche archipel rassemblée avec des passerelles. Moi, je plaide pour cette formulation, voilà, de travail d'abord sur le fond pour mettre sur pied un projet, des mots d'ordre, un horizon qui soit de nature à agréger dans le pays. C'est quand même ça, une des clés. Il faut ensuite trouver des méthodes de rassemblement. Et c'est pourquoi je pense que l'archipel correspond au temps moderne. Des compromis aussi. Ah bah évidemment. Et on a vu que ça a été un échec pour les européennes en particulier. Il y a eu de grosses tentatives et ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu la tentative de ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que la stratégie à l'élection européenne n'est pas celle que, par exemple, nous avons promis dès le lendemain. Et que nous Même en amont de l'élection, c'était un échec de pouvoir justement faire cet archipel. Mais ça n'était pas cette logique-là qui était mise en œuvre. Et vous le regrettiez d'ailleurs. Et je l'ai dit dès le lendemain, pas seul. Dans le cadre de cet appel Big Bang, nous avons d'ailleurs demain une assemblée générale du Big Bang et nous comptons bien continuer à travailler à ces passerelles et à cette façon de concevoir la mise en mouvement nouvelle d'une force qui peut déjouer ce duopole. Nous parlions de Marine Le Pen, parlons d'une autre femme politique qui suscite, j'imagine, davantage votre intérêt du point de vue idéologique. C'est Ségolène Royal qui, sur RTL, hier, est revenue sur son éviction du poste d'ambassadrice des pôles. Mais elle l'assure, contrairement à Marine Le Pen, elle ne pense pas à 2022. Voilà pourquoi. Je prends déjà pas mal de coups, donc vous imaginez si j'annonçais une candidature. Non, mais ça pourrait vous donner envie de fermer la porte. Il faudrait même que je me protège physiquement, peut-être. Vous trouvez qu'elle est plus attaquée que d'autres, Ségolène Royal? En règle générale, les femmes sont plus attaquées que d'autres, vous l'aurez remarqué, donc ça, c'est pas une nouvelle. On l'a vu au moment de la présidentielle, et c'est vrai depuis Édith Cresson. Alors, je dis pas que les choses n'avancent pas. Moi, je fais partie de celles qui vraiment saluent le progrès considérable pour les femmes en général dans la société, et
y compris dans le monde politique. Vous savez, à l'Assemblée nationale, quand on est 37,5% de femmes, c'est pas la même ambiance que quand les femmes étaient 10-20%. Quelque chose est en train de changer. Je dis pas qu'il n'y a pas des résistances, et je peux vous en parler pendant 3 heures, mais ça va pas être le moment. Il y a des résistances, il y a des crispations. Nous restons quelque part un peu des intrus, et il y a aussi une forme de plafond de verre et d'entre-soi masculin qui ne s'en rend pas toujours bien compte, qui a l'habitude de faire la politique, pas simplement celle dans les réunions officielles, mais parfois la politique telle qu'elle se joue à la buvette, au téléphone, vous voyez ce que je veux dire, au quotidien. Et cette politique stratégique, les femmes en sont beaucoup exclues, aussi parce que nous-mêmes, quelque part, nous nous interdisons parfois de prendre position sur les... J'insiste sur la stratégie parce que je trouve trop peu de femmes osent, quelque part, avoir aussi un point de vue stratégique. Donc Ségolène Royal, elle a de l'audace, on peut au moins lui reconnaître ça, mais sur l'affaire dont il est question, je trouve dommage que l'enjeu d'épaule passe totalement au second plan d'affaires, et c'est quand même terrible. France, Ségolène Royal, pensez-vous qu'elle est plus attaquée parce qu'il y a de quoi ou parce qu'elle est une femme ? Elle est toujours très attaquée, je trouve peut-être un peu plus qu'un homme en réalité, parce qu'on sent une forme d'hystérie, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire dès que les femmes sortent du bois, immédiatement on a l'impression qu'il y a les vieilles forces machistes comme ça qui se mettent en branle et qui commencent à attaquer, quoi. Et dans cette histoire, c'est clair qu'elle exagère, parce qu'elle a cherché son éviction. Un ambassadeur, comme dirait Jean-Pierre Chevènement à propos des ministres, il dit ça ferme sa gueule, c'est-à-dire il est nommé en Conseil des ministres, on ferme sa gueule. Bon, elle a un peu cherché. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a énormément choqué, je suis étonné du silence de la classe politique. C'est immédiatement après ce conflit ouvert avec le pouvoir, immédiatement, pratiquement le lendemain, enquête du parquet national financier. Enfin, là, il y a un énorme problème avec la justice française. Non, mais enfin là, on met en route toutes les machines, l'enquête est ouverte depuis novembre. Depuis novembre, en tout cas, après l'enquête de Radio France. Oui, d'accord. Mais depuis la concomitance. Oui, la concomitance est extrêmement choquante. C'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu. Je suis désolé, vous avez vu la même histoire avec la France Insoumise. Je suis désolé, il y a un policier qui s'interpose. C'est quoi ? C'est une justice politique, c'est ça ? Je dis ça, oui, bien sûr, c'est une justice politique. Parce qu'il y a un policier, par exemple, qui empêche l'entrée de Jean-Luc Mélenchon qui se met en colère à ce moment-là, alors que c'est totalement illégal. Il aurait dû le laisser entrer, c'était la loi. Bon, il ne respecte pas la loi. Et en plus, on fait une opération avec 100 policiers, comme si on avait affaire à une grosse mafia. Ouais. Bon, donc, il y a quand même clairement une justice politique. On le voit avec Ségolène Royal, on l'a vu aussi avec Fillon. Il n'y avait aucun besoin de mettre en examen Fillon avant l'élection. Tout était dans la presse et ça suffisait. Et puis là, encore, cette histoire de la France Insoumise, où il est condamné alors qu'on n'a pas entendu parler du policier jusqu'à présent. Mélenchon a été condamné, le policier... J'aimerais qu'on reste sur Ségolène Royal et pas qu'on retourne sur les perquisitions de la France Insoumise. La situation de Ségolène Royal... Il y a un problème de justice en France. On a compris. La situation de Ségolène Royal... Politisation de la justice. On a une justice politique comme dans une république bananière. Voilà, il faut le dire. Mais c'est pas nouveau. La seule véritable politique, justice indépendante, ça serait le parquet indépendant du garde des Sceaux. Vous êtes limite inélégant, messieurs, pardon, mais la situation de Ségolène Royal, clarifiée, virée, elle n'a donc pas manqué de taper une nouvelle fois sur Emmanuel Macron. Vous croyez qu'ils ont voté pour Emmanuel Macron pour avoir cela ? C'est pas la France, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Pour une fois, les sans-voix se sont exprimés et ce gouvernement a été incapable de leur répondre parce qu'il sert les forces de l'argent, comme disait François Mitterrand. Et on en est exactement là. Et ils servent les forces de l'argent. C'est une sémantique qui vous est familière, ça. Oui, tout à fait à la bonne heure. Écoutez, Ségolène Royal a participé à des majorités, et plus que ça, même à un tournant au Parti socialiste avec François Hollande, très assumé, une sorte de Bad Godesberg à la française. Vous savez, c'est cette mutation des sociodémocrates allemands qui a vraiment basculé du côté des recettes néolibérales, etc. Et Ségolène Royal en a été je ne sais pas comment on dit, artisane, importante à ce moment-là. Donc de l'entendre maintenant parler des forces de l'argent, moi je suis toujours contente quand on gagne en hégémonie culturelle. Donc elle chasse un peu sur vos terres, Ségolène. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et tant mieux si aujourd'hui la rapacité de la finance, cette injustice considérable d'un monde qui tourne à vide autour de l'argent et de la part de quelques-uns, voilà, que de plus en plus de personnes s'en émeuvent, c'est quand même très important. Après, je reviens sur la question des pôles, parce que là on en fait un enjeu politique et je partage sur les difficultés qu'on a aujourd'hui majeures avec la justice et avec son indépendance, d'autant que vous savez qu'on a obtenu seulement maintenant la liste des 21 ambassadeurs qui ont été nommés à discrétion sur des enjeux qui sont des enjeux thématiques.
On en a seulement la liste maintenant. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font eux aussi. Parce qu'on a critiqué Ségolène Royal qu'elle ne remplissait pas sa mission, ce qui est quand même aussi un sujet. Mais pour revenir sur ce que disait... Mais que font les autres? J'aimerais bien le savoir. Pour revenir sur ce que disait Audrey, est-ce que vous ne trouvez pas que la gauchisation de la position de Ségolène Royal va pas un peu sur votre terrain et sur vos électeurs et sur vos terres à vous? Mais vous savez, quand on va sur nos terrains, moi je suis toujours contente. Je suis toujours contente parce que si elle va sur notre terrain... C'est pas vraiment un ralliement non plus. Mais non, c'est pas un ralliement. Mais plus les terminologies, les idées qu'on propose sont reprises par d'autres... Elle a sa place dans l'archipel pour vous ? Ça veut donc dire... Non mais juste, ça veut dire qu'elle pense que ça a de l'écho parmi les Français. Si elle le fait, c'est qu'elle pense que ça a de l'écho parmi les Français. Donc l'idée que parmi les socialistes, de plus en plus de gens contestent des normes néolibérales, le capitalisme financier, s'inscrivent dans une logique écologique un peu forte qui conteste les normes du capitalisme, tout ça, écoutez, tant mieux. Plus on est à le dire, mieux c'est. Vous seriez prête soit à lui tendre la main, soit à répondre à sa main tendue, justement, pour pouvoir, dans un projet de 2022, représenter une alternative. Écoutez, je ne sais pas si on est là sur une phrase, il faut discuter quand même un peu plus qu'une phrase. Mais quand j'entends cette phrase, oui, je suis obligée d'être contente. Ce que vous proposez au fond au Parti Socialiste et à Ségolène Royal et aux autres, j'imagine, c'est de rejoindre la France Insoumise, non? C'est un peu ça. Moi, je suis sur des positions idéologiques. Ils sont quand même en très mauvais état, hein. Alors, c'est moins qu'on puisse dire. C'est une grande difficulté pour le Parti Socialiste de se remettre du quinquennat de François Hollande. D'ailleurs, ça avait commencé avant. Faut pas exagérer. Les frondeurs ont fait un bon travail de sape. Hein. Non. Les frondeurs ont fait un beau travail de sape. Je ne partage pas cette analyse. Je pense que les frondeurs ont fait œuvre de conviction et de salubrité publique. Ils ont tous été battus aux législatives et ils ont bien cassé la maison. Hein. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ce qui a cassé la maison, c'est la rupture franche de la politique gouvernementale au nom du Parti socialiste avec le monde populaire. C'est ça qui a cassé. Bien sûr, c'est ça qui a fracassé. Mais non, ce ne sont pas ceux qui indiquent le thermomètre et les lignes rouges franchies qui sont responsables des lignes rouges franchies et de ce qui a créé un désamour dans le monde populaire. Vous n'y croyez même pas quand vous dites ça. Totalement, j'y crois. Je vous assure que j'y crois absolument. Ah non, mais vraiment. Mais qu'est-ce que peut faire le Parti Socialiste pour renaître là aujourd'hui? Écoutez, moi je ne suis pas responsable du Parti Socialiste. Rejoindre vos positions, la question à Olivier Faure. C'est ce que vous lui proposez, non? Mais vous lui proposez? Non, c'est là où je veux juste reprendre sur un point parce que je pense qu'on ne s'en sortirait pas comme ça. Vous voyez bien l'état de la gauche aujourd'hui, qui est quand même en partie atomisé et affaibli. Si quelqu'un pense, quand je dis quelqu'un, c'est ou quelque force que ce soit, pense qu'il a les clés et qu'il suffit juste de siffler et de dire tout le monde chez moi et ça va marcher, là je pense qu'on va dans le mur. Donc c'est pour ça que je parle d'archipel, c'est qu'à un moment donné, personne n'a la force suffisamment grande pour à lui seul dire tout le monde se met derrière. À un moment donné, il faut que Mitterrand arrive. Comme en 1971, quand il a relancé la gauche. Et qui ça peut être? Alors, est-ce que c'est pas Ségolène Royal? Regardez dans le dernier classement des personnalités politiques de l'IFOP pour Paris Match, Ségolène Royal, elle est à 44% de bonnes opinions. Et elle est la deuxième personnalité de gauche préférée des Français, derrière Martine Aubry. Jean-Luc Mélenchon est 6e personnalité de gauche. C'est très différent, en fait, la possibilité d'incarner et de faire quelque chose de grand en politique et les opinions positives. On a les personnalités, je vais prendre quelques exemples. Bernard Kouchner a toujours été très en tête. Bon, ça ne se... Nicolas Sarkozy... Et il n'a jamais gagné aucune élection. Jacques Lang, c'est très populaire. Jacques Lang, très populaire. Et Olivier Besancenot, très populaire. Ou d'autres, à l'inverse, comme Nicolas Sarkozy, qui était terriblement clivant, qui n'avait pas des enquêtes d'opinion tout à fait favorables et qui a quand même été président de la République. Donc je ne dis pas que ce n'est pas un indicateur qu'il faut regarder, hein, je ne le mets pas à la poubelle. C'est un indicateur intéressant, mais il ne dit pas à lui seul les potentialités des personnalités à rassembler et à incarner dans le pays. Au-delà de ce sondage, Ségolène Royal pourrait-elle faire, selon vous, une OPA sur la gauche? Ça me paraît vraiment... je vois pas ça comme ça aujourd'hui. Je vois pas ça comme ça aujourd'hui. Après... c'est quand même sa stratégie, c'est ce qu'elle a derrière la tête quand même. Moi, je ne sais pas ce qu'elle a derrière la tête. Alors, regardez ce qu'elle a dans la tête. Ségolène Royal, elle le disait hier, le face-à-face Macron-Le Pen est un gros problème. Je contribuerai à ce qu'une troisième voie se dessine. Je soutiendrai celui ou celle qui est le mieux placé. Si c'est moi, à ce moment-là, oui, je serai voilà, c'est une formule prudente. Ma conviction, non mais vous dites ce qu'elle peut. Ma conviction, c'est que il est difficile d'imaginer qu'une personnalité aussi forte que Ségolène Royal, qui a été impliquée encore une fois dans des bilans de gauche qui ont profondément déçu dans le pays, soit capable demain de rassembler sur une formule politique, une proposition politique innovante et qui permette de redonner confiance entre le monde populaire et ce qu'on appelle la gauche, et aujourd'hui la gauche et les écologistes. Mitterrand y est arrivé?
Il venait de loin. Moi, je me méfie quand même des comparaisons de ce point de vue-là, parce que je ne sais pas si on en est tout à fait dans le même tempo. Puis Mitterrand avait... c'est quand même assez différent. Mais on est dans un autre tempo. Dans le détail, d'après un dernier sondage, près de 70% des Français seraient prêts à avoir une femme présidente. Là, vous avez dit c'est Monia qui a fait le sondage. Si. Et vous avez ce sondage Oui, on en a parlé ce matin, absolument. Donc, je suis malheureuse de l'avoir raté. Heureuse que je vous l'envoie. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, nous n'en étions pas là. Ça vous laisse une chance, une grande chance. En tout cas, je pense que la vague MeToo a contribué aussi à ce que les femmes prennent davantage confiance en elles, se libèrent la parole, se parlent entre elles et aussi en politique. Nous, par exemple, on a fait un meeting femmes sur les retraites qui a été une expérience pour nous très, très importante avec des syndicalistes, des femmes politiques de gauche diverses. Et l'ambiance de travail, y compris, était très différente de d'habitude. Et je pense, et ce n'est pas l'essence, ce n'est pas la nature qui nous donne ça, mais je pense que notre culture, notre éducation, notre manque de modèles aussi, parce que dans l'histoire, aller chercher des modèles de femmes, bon, il y a peut-être Margaret Thatcher, mais enfin, c'est pas forcément le modèle auquel on a envie tout à fait de s'identifier. Angela Merkel. Pour ma part, ou Angela Merkel, mais souvent, on a peu de modèles historiques. Donc, il y a une potentialité chez les femmes politiques, collectif, c'est pas une, c'est collectif, à mon avis, de bousculer aussi les formes de la politique telles qu'elles dysfonctionnent aujourd'hui et de remettre en cause les normes du pouvoir de la 5e, issues aussi du bonapartisme ou du royalisme. Et je pense qu'il y a quelque chose qui sonne dans l'air du temps et qui peut être tout à fait neuf. France, on voit sur l'échiquier peut-être se redessiner. On a l'extrême droite, Marine Le Pen, qui est déjà candidate. À la droite, bon, point d'interrogation. On a Emmanuel Macron. À gauche, socialiste, l'espace socialiste, qui jusque-là paraissait indigent. Peut-être que Ségolène Royal émergera. Et la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon ou Clémentine Autain. Ségolène Royal, elle peut, à votre avis, faire une OPA de gauche, sur la gauche ? C'est-à-dire le paysage est tellement parsemé qu'on ne voit pas tellement... quel message, qu'est-ce que va faire cette gauche dans cette élection présidentielle ? S'il y a 3-4 candidats, ça ne va pas le faire. Donc vous êtes obligé de trouver à un moment donné une forme de fusion, de faire une sorte de congrès d'Épinay, ou je ne sais pas. C'est pour ça que je parlais de Mitterrand, mais ça peut être une femme d'ailleurs, mais qui réunisse un peu tout le monde, quoi. Mais à mon avis, je vous dis vraiment ce que je pense profondément, c'est que si on commence par l'incarnation, on va dans le mur. Ouais. Si on commence par le processus et le cadre de rassemblement, après on se dira qui est le mieux placé pour représenter ce qu'on a réussi à mettre sur pied. Mais si on met la charrue avant les bœufs, la présidentielle, c'est pas avant tout une incarnation. Emmanuel Macron, c'était une incarnation. Personne aujourd'hui qui s'impose de façon. Il y a quand même beaucoup d'égos, quand même. Ah bah oui, ça, il y a quand même. Mais c'est de l'incarnation. Il y a beaucoup d'égos. Oui, ça va être une guerre des égos. Même s'il y a un projet, un socle commun, il y aura des égos. Et notamment celui de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais vous avez aussi peut-être un élan de responsabilité qui va s'affirmer dans les mois qui viennent devant une situation politique qui est à la fois dangereuse et pleine de potentialités, avec la mobilisation qui dure, parce que ça fait quand même 1 an et demi que le pays est en colère. Donc on a du grain à moudre, on a du vent dans les voiles d'une certaine manière, mais à nous maintenant sur le plan politique de ne pas décevoir cette traduction entre colère sociale et issue progressiste mise sur pied par une force nouvelle. Merci.